Merci d'être présent pour cette seconde partie. Donc, pour cette troisième séance, je vous propose de, là aussi, aller dans le plus concret que moi, c'est-à-dire de regarder vraiment concrètement qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour la France atteindre zéro émission nette en 2050. Et évidemment qu'il y a une myriade de questions. Le sujet est à dimension quasi infinie. Certaines questions fondamentales que Xavier va mettre en exergue, j'imagine, c'est le nucléaire versus le renouvelable. Ce genre de questions, elle est implicite derrière tout ce que je vais raconter. Mais évidemment, en une heure, c'est totalement impossible de raconter tout ça. D'autant plus que je ne suis pas vraiment un expert du nucléaire. Donc voilà. Donc du coup, ayant observé les travaux de RTE sur des perspectives de transition énergétique, et je trouve que ces travaux sont... RTE n'est pas la seule institution à avoir fait ces travaux, il y en a beaucoup d'autres, mais je trouve que ce qui a été fait à RTE, c'est pas pour lancer des fleurs à Xavier, est particulièrement, à la fois transparent dans l'analyse et met en exergue des vraies problématiques sur lesquelles nous allons devoir prendre des décisions avec des efforts de calibration des coûts qui sont assez uniques. Voilà, donc juste en deux mots, donc Xavier Bzegzakis est président du directoire de RTE, et avant ça, donc c'était depuis combien de temps président, Xavier ? Ça fait 1 an et demi. D'accord. Avant ça, il a été conseiller du Premier ministre et du Président de la République de 2012 à 2015 sur les questions d'énergie, de transport et d'environnement. On va dire que ça tombe bien. À tout de suite. Merci Christian. Bonjour à tous. Très honoré d'intervenir devant vous. Je vais essayer de parler 40-45 minutes, de laisser un petit moment pour les questions. Christian, n'hésite pas à me couper. Beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'aller vite. Et dans mon exposé, j'ai souvent 2 unités que je vais utiliser en plus des euros, que sont les gigawatts et les gigawatts ou les térawattheures. Alors la différence, je ne sais pas, je connais mal le public qui est devant moi. 1 gigawatt, c'est une puissance installée, c'est une puissance instantanée. Dès qu'il y a multiplié par des heures derrière, je parle d'un volume d'énergie. Donc soit c'est une puissance, soit c'est un volume d'énergie. Voilà, je fais ce. Alors, il y a une autre unité que je vais utiliser comme Christian, c'est les euros. Ça, c'est pas la peine de faire un dessin. Juste en un mot, vous dire que RTE, c'est une grosse entreprise industrielle qui est en charge de l'équilibre offre-demande et du réseau de transport haute tension en France. En plus, nous avons une grosse fonction prospective. C'est la première fois que RTE fait une étude prospective à cette échéance. D'habitude, on travaille plutôt à 10-15 ans. Donc, c'est la première fois qu'on se projette à 30 ans et c'est surtout la première fois où, dans nos modèles, on intègre les scénarios de dérive climatique du GIEC. J'y reviendrai. Notre scénario central, c'est le RCP 4.5 qui permet, dans sa borne basse, de respecter l'accord de Paris. C'est aussi la première fois qu'on a engagé une concertation avec l'ensemble des parties prenantes du monde de l'énergie qui a duré 2 ans. Alors, monsieur le technicien... et qui a duré 2 ans et qui a réuni, comme vous le voyez sur ce transparent, beaucoup de parties prenantes, des associations, bien sûr, l'ensemble des fédérations professionnelles du monde de l'énergie, l'ensemble des grosses entreprises du monde de l'énergie, mais aussi l'ensemble des ONG qui sont impliquées sur ces sujets et des associations diverses et variées, ainsi que des particuliers. Nous avons bossé avec à peu près l'ensemble des organismes experts qui existent sur le marché européen et français, et nous sommes entourés, comme l'a dit Christian, d'un conseil scientifique dont Christian faisait partie, qui était composé de 4 économistes pour challenger nos travaux. Christian, mais aussi Jean-Michel Glachant, qui est le patron de l'école de régulation de Florence, Yann Horst Kepler, qui travaille à Dauphine, Laurence Boone, qui est chief économiste de l'OCDE, un philosophe qui est notre voisin, puisqu'il est directeur de recherche à l'École normale supérieure, Dominique Rouillard, qui enseigne à Malaquais, à Paris, et qui est architecte, et enfin,
un climatologue, Robert Vauctard, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace et co-leader du GIEC. Voilà pour les présentations. Donc une étude qui n'est pas strictement académique au sens où RTE n'est pas un laboratoire de recherche et qui ne donne pas lieu en première intention à une publication dans une revue internationale à comité de lecture, mais une étude prospective savante, challengée par, pour le coup, des universitaires et des académiques. Voilà ce que nous avons fait. Alors, nous avons travaillé sur la manière dont la France pouvait atteindre la neutralité carbone en 2050 en intégrant tout un tas de paramètres. Je ne vais pas détailler ceux qui sont affichés là, et je pense qu'au fur et à mesure de l'exposé, vous verrez de quoi il retourne. Je vais vous dire un mot quand même du modèle que nous utilisons. Le métier de RTE aujourd'hui, c'est l'équilibre du système électrique. Donc, nous sommes capables de modéliser le système électrique et la manière dont il fonctionne à chaque seconde. Parce qu'aujourd'hui, le stockage d'électricité, c'est très cher. Et donc, nous sommes obligés à chaque seconde d'équilibrer la consommation et la production. Voilà. Et donc, nous avons des modèles pour modéliser le système électrique. Ce que nous avons fait dans cette étude, c'est que nous avons modélisé les mix électriques et leur évolution dans l'ensemble des pays européens qui sont nos voisins ou presque nos voisins, c'est-à-dire nous avons modélisé 17 mix énergétiques, y compris le mix énergétique français, pour regarder comment le système électrique se comporte à chaque heure, de chaque jour, de chaque année, pendant 30 ans, jusqu'en 2050, jusqu'au moment où on a atteint la neutralité carbone. C'est ça qu'on fait. Donc vous imaginez que c'est des gros calculs. Surtout quand on le croise avec 200 chroniques météo qu'on a tirées du scénario central du GIEC, que nous avons décliné avec Météo France en 200 chroniques météo probabilisées sur le territoire de l'Europe, ce qui donne des chroniques de consommation, parce que tout le monde entend que plus il fait froid, plus il fait chaud, la consommation change, mais ça change aussi la production d'énergie, puisqu'en fonction du soleil et du vent, et aussi de l'hydraulicité, nous n'avons pas les mêmes capacités à produire des énergies renouvelables. Donc, gros modèle de modélisation du système électrique européen à chaque heure pendant 30 ans, doublé de chroniques météo. Et j'insiste là-dessus parce que c'est très important, c'est la première fois qu'on fait l'exercice, et à notre connaissance, on est les seuls en Europe à avoir fait rencontrer la dérive climatique avec des données strictement énergétiques pour voir comment le système énergétique français et plus largement en Europe, pourrait se comporter dans les 30 à 40 ans qui viennent. De cela, vous le verrez, on en tire aussi des coûts complets à analyser, ce qui nous permet, c'est ce que vous avez probablement lu dans la presse, de comparer les mix électriques de demain en coûts complets annualisés. Voilà. Alors, on va rentrer dans le dur en se demandant quel est l'univers de cette étude. En fait, l'univers de cette étude, comme Christian l'a dit, c'est le zéro net carbone en 2050 de la France, c'est le respect de nos engagements. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, la France est un pays qui est très fossile. Alors, la France se fait une fierté d'avoir un parc nucléaire qui nous permet d'avoir une électricité qui est très décarbonée, et c'est vrai, mais à côté de ça, nous consommons beaucoup d'énergie fossile. Aujourd'hui, plus de 60% de notre consommation en énergie finale, c'est du fossile, donc c'est du pétrole et du gaz dit naturel, mais c'est du gaz fossile. Aujourd'hui, l'électricité en France, ça ne représente que 25%, donc un quart de notre consommation. Alors c'est vrai que ce quart est déjà largement décarboné, mais vous voyez qu'on a quand même un énorme bout du camembert qui est, lui, absolument carboné. Et donc la logique dans laquelle la France s'est mise, et qui est la logique de tous les pays européens, c'est un double mouvement. Le premier, c'est de faire de l'efficacité énergétique.
globalement faire en sorte qu'un pays comme le nôtre consomme moins d'énergie. Alors ça se fait sans forcément trop d'efforts par des procédés technologiques. Lorsque vous changez votre frigo qui avait 15 ans d'âge, votre nouveau frigo consomme moins. Lorsque vous faites de la rénovation thermique de votre logement, vous consommez moins en tendance. Lorsque vous allez passer d'une voiture thermique à une voiture électrique, elle est plus efficace du point de vue énergétique, donc vous consommerez moins d'énergie globalement. Et quand vous changez vos ampoules à la maison pour passer à une ampoule LED, vous consommez moins d'énergie. Et c'est pareil avec vos nouveaux ordinateurs. Donc il y a tout un pan du moins consommé qui passe par cette efficacité énergétique. RTE a repris à son compte l'ambition française qui est 40% d'efficacité énergétique d'ici 2030. C'est ambitieux puisque c'est un des plus hauts pourcentages d'objectifs d'efficacité en Europe. Nos voisins, par exemple, notamment les Allemands, sont moins ambitieux sur cette efficacité. Donc là, je parle de consommation d'énergie globale. Et dans cet univers de 2050 dans lequel on se projette, il se passe une deuxième chose, c'est que vous voyez qu'il faut supprimer l'ensemble des usages fossiles. Et donc là, c'est beaucoup l'électricité qui va venir gratter des parts de marché aux usages qui utilisent des fossiles. L'excellent exemple, c'est la voiture. On passe de la voiture essence à la voiture électrique, mais c'est aussi le chauffage. On est en train de supprimer en France, de supprimer progressivement le chauffage au fioul. Et c'est valable aussi dans l'industrie. Il y a en ce moment des grands groupes industriels qui ont des projets industriels pour remplacer leurs hauts fourneaux par des fours électriques. Voilà. Donc il y a un deuxième phénomène, c'est que pendant qu'on fait de l'efficacité énergétique globale, on est dans un monde dans lequel on va électrifier les usages progressivement parce que c'est l'électricité qui va venir manger des parts de marché aux fossiles. Et nous, dans notre scénario de référence, notre scénario central, nous estimons que ces gains de marché nous conduira à une part d'électricité de 55% d'électricité en consommation d'énergie finale en 2050. Donc là, ce monde-là, c'est un monde dans lequel l'électricité devient la source d'énergie majoritaire. Alors, le premier défi français, je vais revenir à la précédente. Le premier défi français, il est assez simple. Ce n'est pas qu'un défi français, c'est un défi de toute l'Europe et de tous les pays qui ont pris un engagement vers la neutralité carbone. C'est je vais consommer plus d'électricité en 2050 et je suis obligé de consommer plus d'électricité en 2050 puisqu'il faut que je sois zéro émission nette. Donc, comme je vais consommer plus, il faut que je produise plus. Donc le premier défi français, c'est comment produire plus d'électricité en 2050. Voilà, c'est une première question assez simple. C'est un défi français, mais c'est un défi de tous les pays d'Europe. Tous les pays d'Europe sont engagés dans comment je vais produire plus d'électricité pour demain. Et la France, elle est confrontée à un deuxième défi qui, lui, est franchement strictement français. C'est que la France est équipée d'un parc nucléaire dit de deuxième génération qui a été mis en service entre le début des années 80 et les années 2000, donc dans une période très courte. Et ce parc nucléaire, qui est aujourd'hui le parc qui nous permet d'avoir de l'électricité largement sans aucun carbone, ce parc nucléaire, pour des raisons strictement industrielles, ici on ne parle pas de raisons politiques, je ne rentre pas dans le débat, faut-il sortir du nucléaire ou pas. Ce parc nucléaire, pour des raisons strictement industrielles, il va fermer progressivement d'ici 2060 parce qu'il est tout simplement vieux, que ces appareils, ils sont conçus, ils ont une limite d'âge. Et ces tranches, elles sont conçues pour durer à peu près 60 ans. Et donc le parc nucléaire français de deuxième génération va devoir fermer pour des raisons strictement industrielles. Et donc, le double défi français, c'est pendant qu'il faut que je produise plus parce que je vais consommer plus, mon parc nucléaire va fermer progressivement. Et donc, par quoi je remplace mon parc nucléaire d'aujourd'hui tout en faisant plus parce que je consommerai plus demain.
Voilà le double défi français dans lequel on est, d'où le très gros point d'interrogation qui figure sur cette slide. C'est important qu'on comprenne ça. La France a un défi particulier de renouvellement de son parc électronucléaire. C'est un défi auquel les voisins ne sont pas confrontés. Eux sont confrontés à d'autres défis. Ils ont souvent une production d'électricité qui est largement carbonée, soit à base de charbon, soit à base de gaz. Donc pour eux, le défi, c'est de sortir du gaz et du charbon. Pour nous, le défi, c'est de remplacer notre appareil électronucléaire tout en se projetant dans un monde où il faudra qu'on produise plus d'électricité nécessairement. Alors, je vous ai parlé du monde de 2050. Quand on parle de scénario d'énergie, on commence toujours, c'est une question de méthode, par la question de la consommation. Combien le pays consommera-t-il en 2050 ? Nous avons documenté une trajectoire de référence. Alors méthodologiquement, c'est du bottom-up, c'est-à-dire qu'on reprend l'ensemble des usages, on les projette dans les modes de vie ou du point de vue des tendances industrielles et on reconstruit une trajectoire de consommation. Notre trajectoire de consommation centrale, elle apparaît sous vos yeux. Elle est estimée à peu près à 650 TWh de consommation d'électricité par an. À titre de comparaison, aujourd'hui, la consommation française est entre 470 et 480 TWh de consommation d'électricité. Je vous dis entre, parce que les années du Covid sont des années de perturbation de la consommation, notamment de la consommation des industriels, mais vous pouvez retenir qu'en ce moment, la France consomme entre 470 et 480 TWh par an. Donc, je vous l'ai dit, nous allons consommer plus pour différentes raisons. Vous voyez sur ce graphe qu'il y a des postes qui grimpent. Un poste qui grimpe beaucoup, c'est le poste industriel, parce que c'est les industriels français qui s'électrifient, donc qui quittent les usages pétroliers. Un autre poste qui croît considérablement, vous le voyez, c'est le poste des transports. Et là, c'est tiré par la mobilité individuelle et par la voiture électrique. En revanche, il y a des mondes qui conduisent à ne pas consommer plus d'électricité demain. Alors là, et c'est le cas, par exemple, du résidentiel. Vous voyez que le bleu est assez stable. Alors pourquoi ? C'est que pendant que nos maisons passent au chauffage électrique, ou plutôt, plus exactement, à la pompe à chaleur électrique, nous faisons des efforts de rénovation thermique, ce qui fait que les effets s'annulent. Voilà. C'est pour ça que vous voyez des courbes qui peuvent vous paraître un peu contre-intuitives, parce qu'il y a des éléments qui se combinent et qui donnent un certain nombre de trajectoires stables. Donc nous avons construit cette trajectoire de référence, et bien sûr nous l'avons encadrée compte tenu de l'incertitude qu'elle représente par deux autres scénarios de consommation qui sont finalement les grands encadrants de la France. Un scénario... Alors, ce n'était pas une coupure de courant, c'était une coupure de zapette. Un scénario qu'on a construit comme étant un scénario de sobriété. C'est important de comprendre ça. Notre trajectoire de référence, elle suppose que nous ne changeons pas nos modes de vie. On va changer nos frigos, nos ordinateurs, nos iPhones, tout ce que vous voulez, mais on ne va pas changer nos modes de vie. Voilà. Et c'est comme ça qu'on trouve ce scénario central. Bien sûr, quand on se projette dans la neutralité carbone, il faut qu'on se demande s'il ne faut pas qu'on le fasse tout de même, et c'est pour ça qu'on a construit un scénario qui s'appelle sobriété, qui lui suppose que nous modifions un certain nombre de nos modes de vie. Alors bien sûr, RTE n'est pas là pour se prononcer sur la désirabilité de ces trajectoires, mais en tout cas, nous les documentons de manière très précisément, et ce sont des scénarios qui sont assez contracycliques. Typiquement, dans un scénario sobriété qui nous conduirait à ne plus consommer que 550 TWh en 2050, du côté des déplacements, il faudrait que le parc des véhicules particuliers passe de 34 millions aujourd'hui de voitures en circulation, essentiellement thermiques, à demain un tiers de moins, donc c'est beaucoup, et ce seraient des véhicules électriques. Donc c'est un monde dans lequel on covoiture beaucoup plus, et
finalement, c'est un monde dans lequel l'économie de la fonctionnalité s'est développée de manière suffisamment large pour que le nombre de voitures particulières qui sont électriques ait substantiellement baissé. C'est un scénario dans lequel on inverse les tendances françaises de la décohabitation. Vous savez qu'en France, on a tendance à décohabiter. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on arrête de décohabiter. Il faudrait aussi, dans ce cas-là, qu'on baisse notre chauffage moyen de 1 degré et qu'on prenne des douches plus courtes. Alors, ça peut vous paraître anachronique, mais c'est ce que nous documentons et, usage après usage, on va construire une trajectoire qui laisse imaginer un monde plus sobre. Ce n'est pas un monde moyenâgeux, ce n'est pas la bougie, mais c'est un monde dans lequel il y a eu des politiques publiques, une posture morale, des débats qui font que les Français, et des incitations économiques bien évidemment, qui font que progressivement, les Français, comme vous et moi, ont changé leur comportement pour consommer moins d'électricité. De l'autre côté, on encadre ça par un scénario qu'on appelle réindustrialisation profonde. La réindustrialisation profonde, c'est la France qui a retrouvé une dynamique d'implantation de l'industrie manufacturière sur son territoire national. Le scénario de RTE Central est ambitieux déjà parce qu'il considère que la France garde dans son PIB une part de l'industrie manufacturière à 10% constante pendant 30 ans, pendant que la France serait en croissance de 1,3% par an en moyenne. Évidemment, maintenir 10% d'industrie manufacturière dans son PIB pendant qu'on croît, c'est déjà un défi. Là, on va plus loin. On se dit, et si on arrivait à relocaliser de l'industrie lourde qui nous porte cette part à 12 à 13% en 2050. Évidemment, ce sont des gros industriels, ils consomment beaucoup, mais bien évidemment, ça nous conduit à produire un scénario de consommation haute. Tout ça est combinable. C'est pour ça que je dis que ce sont des bons encadrants de la France. Parce qu'on peut tout à fait concevoir une société française ou une société d'Europe occidentale qui combine un monde dans lequel on a réussi à rapatrier de l'industrie manufacturielle qui est pour l'essentiel partie en Asie sur le territoire européen, pendant que la société, elle, a fait un certain nombre d'efforts ou est rentrée dans un certain nombre de chemins qui la conduisent à se nourrir d'alimentation un peu moins transformée. Et se nourrir d'alimentation un peu moins transformée, ça fait baisser l'activité de l'industrie agroalimentaire localisée sur le territoire national et ça fait faire des économies d'électricité. Voilà, donc les deux sont combinables. C'est pour ça que je dis que ce sont des bons encadrants, un bon min et un bon max, mais ils peuvent ne pas être trop caricaturés pour être combinables. Voilà ce que je voulais vous dire sur la consommation. Et comme nous avons travaillé sur un certain nombre d'enseignements, il y a 2 enseignements que je veux vous livrer et après, donc, il va falloir que j'accélère parce que je m'aperçois que je suis trop bavard. Le premier enseignement, c'est qu'agir sur la consommation grâce à l'efficacité énergétique, voire la sobriété, est indispensable pour atteindre nos objectifs climatiques. Ça, c'est sûr. Le deuxième enseignement qu'on a tiré de cette partie consommation, c'est que la consommation d'énergie va baisser, mais celle d'électricité va augmenter dans tous les cas, même dans le cas d'un monde sobre. Donc nous n'avons pas le choix, il faut produire plus d'électricité demain. Pour faire écho à ce qu'a dit Christian tout à l'heure, peut-être un petit spot sur la question de l'empreinte et de la réindustrialisation profonde. On pourrait se dire, ramener de l'industrie manufacturière le plus vite possible sur le territoire français. Évidemment, ce n'est pas une si bonne idée climatique que ça, parce que ça fait des investissements et de l'émission sur le territoire national. La réponse est non, c'est faux. Si les industries qu'on rapatrie sont des industries qui marchent à l'électricité, c'est bon pour le climat, du point de vue mondial, c'est bon pour l'empreinte de la France, puisque aujourd'hui, si les émissions nationales de la France baissent, son empreinte, c'est-à-dire quand on intègre l'effet de ces importations, son empreinte, elle est stable. Pourquoi ? Parce qu'on diminue notre production sur le territoire et on consomme toujours autant, donc on importe
des produits qui sont manufacturés dans des pays qui sont très, très carbonés. Donc on a montré que si on se dépêchait de réindustrialiser le pays à travers des industries qui fonctionnent à l'électricité, on gagnerait dans l'empreinte carbone le plus vite, très vite, et on l'a même chiffré puisqu'on estime à 900 millions de tonnes de CO2 évitées sur la trajectoire d'émissions de la France si on le faisait le plus vite possible. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons dit, nous assumons que l'accélération de la réindustrialisation, ça augmente la consommation d'électricité, certes, mais ça décarbone vite et bien. J'en ai fini avec la question de la consommation. Et maintenant, je vais vous parler de la production, puisque quand on fait de l'électricité, on s'occupe des deux. Et donc, le sujet, c'est de savoir comment est-ce que les deux vont pouvoir se rencontrer. Nous avons étudié 6 mix électriques dont on a beaucoup parlé dans la presse. 3 qui tendent vers 100% renouvelables en 2050 ou en 2060. C'est un scénario dans lequel la France ferait le choix politique de ne pas relancer de nouveau nucléaire. Et donc pas d'EPR2, pas de SMR, comme évoqué par Christian tout à l'heure. Et donc, ça veut dire que la France, il faudrait qu'elle couvre sa consommation par de la production à base de 100% renouvelable, soit en 2050, soit en 2060. Et puis 3 autres scénarios dans lesquels la France déciderait de relancer un nouveau programme électronucléaire, comme celui que nous avons lancé dans les années 70 et qui a donné lieu, vous avez vu tout à l'heure, vous vous souvenez de ma courbe, une sorte de grosse falaise et grosse mise en service du parc de deuxième génération. En fait, la question c'est, doit-on refaire cela maintenant, au moment où nous savons qu'il va falloir produire plus d'électricité pour demain? Je vais commencer par les scénarios nucléaires. Donc, dans ces 2 grandes familles, avec du nouveau nucléaire ou sans nouveau nucléaire, on a fait 3 variantes finalement. Une première variante fondée sur la technologie des EPR, dont vous avez tous entendu parler. Alors, il y a un scénario dans lequel il y en a 8 en 2050, il y a un scénario dans lequel il y en a 14, et puis il y a un scénario que je dirais un peu très nucléarisé, dans lequel nous avons fait un certain nombre d'hypothèses. Nous avons cumulé l'hypothèse que la France ferait 14 tranches d'EPR, plus des SMR, plus saurait prolonger ces tranches nucléaires d'aujourd'hui au-delà de 60 ans. C'est quand même 2 hypothèses qui sont hardies à l'heure où je parle, mais ce ne sont pas des hypothèses qui ne sont pas du tout crédibles non plus. Donc on les a mises sur la table. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on s'est limité à ce volume de nucléaire en 2050 à 51 gigawatts. Je suis désolé, je recite une unité d'électricité. Pourquoi? Parce que c'est ce que la filière nous a dit aujourd'hui être capable de faire en 30 ans. Donc c'est finalement sa meilleure proposition au moment où on parle. Nous a dit dans la concertation, mon maximum possible du point de vue industriel est de faire 14 EPR en 30 ans, plus des SMR, plus prolonger un certain nombre de tranches, au-delà de 60. Xavier, tu peux nous rappeler combien de gigawatts nucléaires aujourd'hui en France? Alors aujourd'hui, la France a 61 gigawatts de nucléaire installés. Donc c'est ces 61 gigawatts de nucléaire installés qui vont progressivement décliner et fermer d'ici 2060. Et au moment où on se parle, la filière nous dit ma meilleure proposition d'ici 2050, c'est d'avoir 50 gigawatts en exploitation en 2050. Alors c'est 50, donc c'est moins qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas que du neuf, hein, c'est aussi la prolongation de celui d'aujourd'hui dont on arrivera à prolonger la durée de vie, notamment pour certaines tranches au-delà de 60 ans. Vous devinez que le scénario le plus nucléarisé, c'est un défi industriel, parce que 14 EPR en 30 ans,
c'est un défi. 4 gigawatts de SMR, c'est un défi, et prolonger des tranches au-delà de 60 ans, enfin prolonger des réacteurs, pardon, donc au-delà de 60 ans, c'est un défi, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore fait la démonstration de sûreté, donc c'est peut-être possible, mais ce n'est pas acquis. Donc chemin difficile quand même. Alors du côté des scénarios qui tendent vers 100% renouvelable, chemin difficile aussi, puisque là ça pose d'autres problèmes qui sont peut-être un peu moins technologiques, quoique j'en dirai un mot tout à l'heure, mais qui posent des problèmes de rythme. Aller vers 100% renouvelable en 2050, en 2060, vu le volume d'électricité qu'il faut qu'on produise, eh bien, tout simplement nous obligerait à être aussi bons que nos voisins, nous les Français, tous les ans, pendant 30 ans. C'est finalement l'idée, pardon, de cette métaphore sportive. Il faudrait qu'on soit champion d'Europe tous les ans pendant 30 ans, notamment sur le solaire et sur la production d'éoliennes offshore, sur l'installation d'éoliennes offshore. Bon, alors, qui a fait de la compétition sait que c'est difficile de rester au plus haut niveau pendant 30 ans. Et donc, ce que pointent ces différents scénarios qui tendent vers 100% renouvelables, qu'on a contrasté selon qu'on aurait un modèle avec beaucoup de renouvelables diffuses sur le territoire. Typiquement, un toit sur 2 en France serait équipé d'un panneau photovoltaïque, ou un scénario avec des champs beaucoup plus concentrés, donc un modèle industriel, voire industrialiste, de grands champs offshore et de grands champs solaires très, très, très concentrés. Dans tous les cas, vous voyez ici, sur ces graphes, que ça pose une question de rythme. En fait, la France elle part en retard, et vu le productible qu'il faudrait que nous fournissions dans quelques années, il faudrait qu'on s'active vraiment en termes de développement. Aujourd'hui, la technologie renouvelable en termes d'installation qui est à peu près à l'heure, c'est l'éolien terrestre, malgré les polémiques qui règnent à son endroit. En revanche, la France est structurellement très en retard sur l'offshore et sur le solaire. Vous voyez en gris les rythmes annuels passés d'installation de renouvelables, et vous voyez que lorsqu'on se compare aux Allemands et aux Anglais qui ont des grandes ambitions en matière de développement d'éolien offshore, fait de la France, pour l'instant, un élève qui n'est pas au premier rang. On en a tiré 2 enseignements, je vais très vite. On ne fera pas la neutralité carbone en 2050 sans avoir un socle de renouvelables. Ce socle de renouvelables, on l'a dimensionné, et ce que je veux vous dire, c'est que nous en sommes loin, et que si la France décide de ne pas atteindre ce socle minimum de renouvelables, elle ne fera pas la neutralité carbone en 2050. C'est une conclusion claire, qui ne fait pas plaisir à tout le monde, mais celle-là, on en est absolument sûr. Et que du point de vue des mix à 100% renouvelables, comme je vous l'ai dit, il faudrait qu'on soit vraiment très fort et qu'on batte les records de vitesse de nos pays européens si on voulait être au rendez-vous de 2050. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait fait de l'économie et qu'on parlait des coûts complets annualisés des scénarios. Alors on s'est placé à 2060. Pourquoi est-ce que j'ai fait un bouger entre 2050 et 2060 ? Parce que 2050, c'est la date de la neutralité carbone, donc c'était normal qu'on articule notre prospective autour de cette échéance, mais en 2050, il reste encore du parc nucléaire de 2e génération qui est en exploitation et qui va fermer entre 2050 et 2060. Donc pour comparer les mix électriques, on s'est dit qu'il était plus juste de se placer en 2060, une fois que finalement la queue de comète du parc nucléaire ancien avait fini de fermer pour des raisons industrielles. Donc les résultats que je vais vous donner sont en 2060. On a travaillé en coûts complets annualisés. Ça veut dire qu'on intègre tous les coûts fixes, les coûts variables, les coûts d'amont, les coûts d'aval. Et ce que je vais vous présenter sont vraiment des coûts complets annualisés. Il n'y a pas d'angle mort. Il y aura peut-être des questions dans la salle sur ces sujets tout à l'heure. Si on compare les coûts de production, là je parle juste de l'appareil de production d'électricité, de mes 6 mix électriques que je vous ai présentés, souvenez-vous, mes 3 avec du nouveau nucléaire et mes 3 qui tendent vers 100% renouvelable. Si on compare
ces différents scénarios, du point de vue du coût de production, ils sont relativement équivalents. Donc en gros, en 2050, en 2060, pardon, en coût complet annualisé, vous voyez que en milliards d'euros par an, c'est à peu près le même coût pour les 3 scénarios qui tendent vers 100% renouvelable ou pour les 3 scénarios qui comportent du nouveau nucléaire. Alors pour ceux avant qu'il y en ait qui me posent la question, mais quelle est cette petite bande jaune des scénarios 100% renouvelables en 2060? C'est l'EPR de Flamanville, qui lui n'est pas encore en service, mais qui dans notre modèle rentre en service, mais qui ne sera pas suffisamment vieux en 2060 pour être déjà fermé. Alors, vous voyez que du côté des coûts de production, finalement, on est quasi ISO. Alors, quand on commence à rajouter les flexibilités, ça commence à faire des différences. Alors, qu'est-ce que j'appelle flexibilité? C'est les moyens qu'il faut pour piloter le système électrique, donc pour assurer l'équilibre offre-demande. Donc, c'est des interconnexions avec nos pays voisins, c'est du stockage hydroélectrique, c'est des batteries, c'est le cas échéant des centrales thermiques, donc des centrales à gaz qui marcheraient à l'hydrogène qui est décarboné, et c'est enfin de l'effacement de consommation. Donc c'est tous les leviers complémentaires, essentiellement le stockage, mais pas que, qui nous permettent de piloter le système électrique et de garantir à chaque instant l'équilibre offre-demande et de vous garantir la sécurité d'approvisionnement à chaque seconde. C'est ça les flexibilités. Et bien évidemment, tout le monde conçoit que si on est dans un mix qui tend vers 100% renouvelable avec des ENR qui sont variables, eh bien on a besoin de plus de flexibilité. Et comme il faut plus de flexibilité, c'est plus coûteux. Et vous voyez sur mes graphes que ça commence à faire la différence en coût complet à annualiser. Si on ajoute les coûts réseau, là on commence à constater de vraies différences de coûts entre des scénarios qui tendent vers 100% renouvelable et d'autres qui comportent du nouveau nucléaire. Tout le monde conçoit que lorsque nous projetons d'être un pays qui développe beaucoup de renouvelables de petits formats dans ces territoires, c'est une production qui est beaucoup moins concentrée. Comme elle est beaucoup moins concentrée, qu'elle est répartie, il faut beaucoup plus de réseaux pour relier tout ça, et donc ça peut coûter substantiellement plus cher. Donc il y a des coûts réseaux, que ce soit des coûts réseaux de transport et de distribution, qu'on sous-rajoute. Et si on fait les totaux, neutraliser des recettes d'exportation, on trouve des coûts complets annualisés de nos mix électriques qui nous a conduit à conclure que des scénarios, du point de vue économique, les scénarios qui comportent du nouveau nucléaire sont moins coûteux que des scénarios qui tendent vers 100% renouvelable. L'ensemble de ce que je vous présente est public en ligne sur le site web de RTE, dans la version résumée à 65 pages ou dans la version longue à 650 pages. Et donc, dans l'ensemble des graphes que je vous montre, sont disponibles, sont gratuits, sont en ligne, sont ouverts à tous. Voilà. Nos résultats économiques sont-ils résistants aux tests après tout? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Donc on a fait des crash tests. On a pris 2 scénarios, un scénario qui tend vers 100% renouvelable et un scénario avec du nouveau nucléaire, et on s'est demandé si la différence de coût pouvait se neutraliser et dans quelle situation. Là, pardon, je vais aller trop vite. On a pris donc ces 2 scénarios. Ils ont 9 milliards d'écart au bénéfice du scénario qui comporte du nouveau nucléaire, et on a fait varier un certain nombre de variables pour voir les cas dans lesquels cette différence, elle s'annulait. Et donc, lorsqu'on fait varier dans un sens ou dans un autre un paramètre, on voit que l'écart reste substantiel. Si on commence à faire varier 2 paramètres, les écarts peuvent se rapprocher. Toutefois, il n'y a qu'une seule situation dans laquelle les écarts économiques s'annulent entre les scénarios 100% renouvelables et les scénarios qui comportent du nouveau nucléaire. C'est une hypothèse très défavorable au nucléaire, c'est-à-dire si le coût du nouveau nucléaire de demain était celui de l'EPR de Flamanville et que celui de toutes les technologies renouvelables était bas. Or, dans les technologies renouvelables,
il y a une incertitude qui est importante, c'est quel sera le coût des éoliennes offshore flottantes, qui est une technologie, pour le moment, qui est très peu développée et pas encore maîtrisée. C'est la raison pour laquelle on a considéré que nos conclusions économiques étaient résistantes. Je vais vous passer ces conclusions, vous dire que nous avons travaillé, que ce que je vous ai présenté, ce sont des coûts et pas des prix. Donc ce sont des coûts, vous êtes tous sensibilisés au débat qu'il y a sur les prix de l'énergie, donc j'insiste, ce sont des coûts et pas des prix, et vous savez qu'en ce moment, il y a une grosse différence entre les coûts de l'énergie et leur prix. La deuxième chose que je veux dire, c'est que l'ensemble de nos scénarios ont été donc établis avec un WACC, donc un CMPC. Ce n'est pas un taux d'actualisation parce qu'on ne fait pas de socio-économie, mais c'est un coût de financement à 4% pour toutes les technologies, que ce soit les renouvelables, le nucléaire, ou les réseaux, ou les flexibilités. Ça a été donc une question méthodologique. On en a énormément discuté avec Christian. Et nous avons maintenu un taux central de coût de financement de l'ensemble de ces technos à 4%, avec un test de sensibilité à 1% et un à 7%. Mais on a pris le même taux pour toutes les technos, c'est très important. Les résultats économiques que je vous montre, bien sûr, ils ne valent que pour un taux à 4%, et ils ne valent que si les technos ne sont pas différenciés. Bien évidemment, si on commence à imaginer que les coûts de financement du nucléaire sont à 5 points, à 5% au-dessus de celui des renouvelables, bien évidemment, ça change tout dans l'intercomparaison économique, puisque le système électrique, comme beaucoup de ces types de systèmes, c'est des systèmes qui sont CAPEX lourds, donc c'est des systèmes à coût fixe avec beaucoup d'investissements. Donc vous comprenez que les coûts de financement dans des univers comme ça joue énormément sur le coût complet du système. Alors, vous avez vu que ça pouvait coûter, en gros, le système électrique entre 60 et 80 milliards en 2060. On peut se demander si est-ce que c'est l'explosion des prix ou des coûts, est-ce que c'est plus cher, est-ce que c'est pas cher. En fait, c'est pas cher. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, le système électrique français, il nous coûte chaque année à peu près 45 milliards d'euros, et que vous voyez qu'il y a des mix électriques qui devraient coûter 60 milliards d'euros par an en 2060. Mais c'est normal qu'il soit plus cher parce qu'il est plus gros. Pourquoi est-ce qu'il est plus gros? Parce que, je vous l'ai dit au début, comme on consomme plus, il faut produire plus, donc le système électrique grossit. La bonne mesure, c'est de rapporter le coût du système électrique de demain au coût au mégawattheure, c'est-à-dire au volume d'énergie que les Français consomment. Et lorsqu'on rapporte les coûts du système électrique de demain au mégawattheure, donc au volume d'énergie consommée, on voit qu'on peut être dans une relative stabilité, puisqu'il y a même des scénarios de mix électrique de demain qui pourraient nous conduire à une augmentation des coûts de l'ordre de plus 0%. Les scénarios de mix électrique les plus chers nous renvoyant à des augmentations de l'ordre de plus 30%. Nous avons fait un choix rédactionnel de dire qu'il y a une médiane à plus 15%. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que la France, elle peut s'offrir à un coût qui n'est pas exorbitant, le système électrique de la neutralité carbone de 2050 et de 2060, sans du tout une augmentation du coût au mégawattheure. Voilà. Alors, j'ai exposé mon temps, donc je ne vais pas parler d'environnement, mais parce que Christian a parlé d'incertitude technologique, je voudrais finir sur cette slide. Vous avez vu que nous avions 6 mix de production, et tout le monde conçoit qu'ils représentent tous des chemins qui sont possibles, parce qu'on l'a démontré, mais qui sont difficiles, soit en termes de rythme industriel, soit en termes de rythme d'installation, soit en termes d'incertitude. Et nous avons finalement essayé de comparer de manière qualitative les incertitudes technologiques qui planaient sur chacun des scénarios de mix électrique que nous avons étudiés. On estime qu'aucun n'est impossible au vu des sciences physiques. D'ailleurs, la France et l'Europe a les ingénieurs pour mettre en œuvre l'ensemble de ces mix électriques. Le risque qu'il comporte, c'est de ne pas être à l'heure en 2050. Tous les défis que posent ces systèmes électriques, ils sont relevables. L'enjeu collectif que nous avons, c'est est-ce qu'on saura les renouveler largement, suffisamment tôt pour être à l'heure en 2050. Et ce que se représente ce tableau,
c'est une comparaison des mix de production, non pas parce qu'on a des doutes sur la capacité de pays développés comme les nôtres à répondre aux questions technologiques qu'ils soulèvent, parce que ça, on sait que ce sera faisable. En revanche, est-ce qu'on sera capable de le faire pour 2050 pour produire suffisamment d'électricité dans tel ou tel scénario? Ça, c'est honnêtement moins sûr. C'est la raison pour laquelle nous avons comparé ces mix. Et vous voyez que là aussi, finalement, les mix de production qui sont extrêmes, c'est-à-dire un mix qui tend vers 100% renouvelable de manière précipitée en 2050, ou de l'autre côté, un mix avec beaucoup de nucléaire, y compris des technologies nucléaires dont nous ne sommes pas sûrs aujourd'hui, c'est-à-dire des SMR d'un côté et prolonger des tranches nucléaires au-delà de 60 ans de l'autre. Vous voyez que les scénarios qui encadrent notre étude, eux, sont beaucoup plus risqués et donc présentent plus de risques de ne pas être à l'heure en 2050, donc de ne pas fournir assez d'électricité décarbonée pour répondre à nos enjeux de 2050. Je vais m'arrêter là. Je veux juste finir en disant qu'on est quand même dans une situation, et Christian le disait tout à l'heure, dans laquelle il y a une grande urgence à faire des renouvelables le plus vite possible, à faire des choix politiques pour tel ou tel mix, parce que ce n'est pas un marathon, cette neutralité, c'est un sprint qui va durer 30 ans. Voilà, cher Christian. Merci, c'est parfait, Xavier, merci beaucoup.